Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être là avec vous ce soir pour une petite intervention qui, je l'espère, ne vous apparaîtra pas comme trop rébarbative, puisque en dépit de l'intérêt que vous pouvez avoir pour les sujets qui concernent la création graphique, on va aborder là la création graphique sous un angle pour le moins inattendu, puisque c'est par le volet, on va dire, juridique, donc tout ce qui concerne la délimitation d'un champ, les définitions de ce qu'on appelle une activité de création, et les démarches qui vont incomber à celles et ceux qui envisageraient de s'engager dans ce type d'activité que le sujet sera traité. Alors, cette intervention fait suite à une première intervention qui a été assurée par Franck Adébiaï et dont le titre était vers une comptabilité de création. Et je pense que, dans une certaine mesure, les contenus qu'il a pu aborder prendront au travers de mon exposé un éclairage qui, je l'espère, viendra préciser un certain nombre de points. Voilà. Donc le titre qui a été choisi pour cette intervention de ce soir, c'est Petit vadémécum de l'activité de graphiste professionnel, un métier au croisement des savoirs. Voilà. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation pour savoir qui vous parle. C'est toujours bon de le savoir. En l'occurrence, je m'appelle Grégory Jérôme. Je travaille au sein de la Haute École des Arts du Rhin, qui est située à Strasbourg. Et dans cet établissement d'enseignement supérieur artistique, je suis chargé de développer la formation continue, mais également de ce qu'on a décidé d'appeler les informations juridiques pour les artistes. Puisque dans cet établissement, comme dans le vôtre, je suppose, on vous forme à devenir des créateurs dans le champ des arts graphiques et plastiques. Et contre toute attente, il peut arriver que les démarches à faire, les démarches de déclaration, les démarches de déclaration de revenus, ne sont pas forcément intuitives, ni sues ou connues de toutes et de tous. Donc la raison pour laquelle on a souhaité organiser cette intervention et le cycle complet consiste précisément à vous donner quelques outils et quelques éléments d'information pour être en mesure de satisfaire aux démarches qui vous incombent. Alors, je vais m'appuyer pendant les quelques 40-45 minutes ou une heure sur un document qui, je l'espère, vous apportera un support visuel qui permettra de rendre peut-être un peu plus intelligible le propos que je vais exposer. Alors déjà, peut-être la première chose, c'est d'ailleurs un paradoxe qu'a soulevé Franck Adébiaï dans sa première intervention, c'est que les créateurs des arts graphiques et plastiques, leur activité prend place dans un environnement juridique qui est relativement complexe, puisqu'ils croisent de façon permanente trois domaines du droit qu'il faut un tant soit peu maîtriser pour savoir comment l'activité va pouvoir être exercée, les interlocuteurs que l'on aura du fait de l'activité. Et, voilà. Et donc ces trois domaines du droit, vous les avez ici résumés. En l'occurrence, c'est le droit du travail et le droit social, le droit de la propriété intellectuelle, qu'on appelle aussi le droit de la propriété littéraire et artistique, qui renvoie à cette notion
droit d'auteur, et pour finir, le droit fiscal, puisque on verra, la création artistique, l'activité de création artistique a à voir avec ces trois domaines du droit de façon intriquée. Et le paradoxe que soulevait Franck Adébiaï vient précisément du fait que les artistes, qu'ils aient une appétence ou non pour les domaines du droit, eh bien, vont devoir s'y confronter d'une manière ou d'une autre pour pouvoir mener à bien leur activité, qui, je le rappelle, est aussi une activité économique. D'ailleurs, c'était l'un des angles qu'il a adopté, puisque la comptabilité, c'est une langue, un vocabulaire qui permet de rendre intelligible pour l'administration fiscale en particulier une activité de création artistique. Voilà. La particularité du champ qu'on va explorer là, en quelques minutes tient au fait que les activités de création ont fait l'objet depuis les années 70 d'un ensemble de décisions, de dispositions législatives permettant justement de faire en sorte que les créateurs des arts graphiques et plastiques puissent, comme les autres travailleurs, rentrer dans une forme de normalité. C'est-à-dire un revenu artistique, en dépit du fait qu'il soit artistique, reste un revenu. Et donc de ce point de vue, il va devoir être déclaré. Ce revenu va faire l'objet du paiement de cotisations sociales et de contributions sociales, un peu comme toute autre activité économique qui se respecte. Et de ce point de vue, les créateurs des arts graphiques et plastiques ne dérogent pas à ce principe. La particularité qu'il est important peut-être de souligner d'emblée, c'est que le régime des artistes-auteurs, puisqu'on va en parler longuement, est d'une création relativement récente, puisqu'il a été créé et stabilisé en 1975, mis en application par un décret en 1977, et depuis lors n'a cessé de faire l'objet d'un ensemble de modifications, d'évolutions, jusqu'à tout récemment, puisque aujourd'hui, en 2021, les créateurs des arts graphiques et plastiques se sont vus confrontés à une réforme assez profonde, puisque historiquement, les deux organismes agréés qui géraient leur régime de sécurité sociale, qu'on connaît sous le nom de la Maison des artistes et de la GESA, ont perdu une bonne partie de leurs prérogatives au profit d'un organisme qu'on connaît à peu près tous et toutes, qui s'appelle l'URSSAF, qui est désormais chargé du recouvrement des cotisations sociales du régime des artistes-auteurs. Alors, ça peut paraître, encore une fois, des sujets éloignés de vos préoccupations, mais il n'en est pas moins vrai que vous allez, dans une certaine mesure, être confronté à des choix à faire, et peut-être plus vite qu'il vous semble, puisque pour exercer dans une école supérieure d'art, je me rends compte à quel point les étudiants qui sont des créateurs n'attendent généralement pas la fin de leur cursus pour commencer à travailler. Et donc il est important de pouvoir leur délivrer des informations le plus vite possible pour éviter qu'ils ne se perdent dans des démarches erratiques ou confuses. Donc voilà. Donc c'est un peu l'esprit là, de ces interventions, de ces conférences, qu'a souhaité mettre en place le CIGN, Centre national du graphisme, puisque pour mémoire, je crois qu'il y a dans ce cycle 4 à 5 interventions qui sont prévues. Un autre point que je souhaite peut-être d'emblée aussi éclaircir, c'est que ce régime des artistes-auteurs, qu'on appelle de manière un peu abusive un statut, relève en réalité d'une construction tout à fait complexe, puisque d'emblée, l'enjeu a été de faire en sorte que tout indépendant que soient les graphistes, les artistes-auteurs,
ils sont assimilés aux salariés, en tout cas sur le plan social. Donc cette donnée, cette information, en soi, constitue déjà un caractère spécifique qu'il est important d'avoir à l'esprit, puisque vous allez souvent être confronté à des administrations, je pense en particulier à l'administration fiscale, donc au centre des impôts, qui, ou même comment dire, à la caisse primaire d'assurance maladie, qui ne vont pas d'emblée vous voir comme des indépendants qui seraient assimilés à un régime des salariés. Et donc, tout le paradoxe, pour vous, va consister à en savoir toujours un peu plus que les organismes auxquels vous aurez affaire. Et c'est peut-être là la plus grande difficulté. Et donc, ce régime, il renvoie au fond à quelque chose de relativement technique. Et c'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de confusion entoure ce statut, pour le dire rapidement. L'enjeu du législateur a toujours été de faire en sorte que les artistes-auteurs, les graphistes, les plasticiens, les scénographes, puissent, de la même façon que les autres travailleurs non salariés, bénéficier finalement des mêmes protections sociales que les autres travailleurs. Et voilà, c'est en ayant ça à l'esprit qu'on peut comprendre un peu l'esprit qui a guidé depuis les années 70 le législateur et donc la loi applicable. Voilà pour l'essentiel. Donc vous avez ici, résumé en une petite diapositive, ces fameux domaines du droit auxquels vous allez être confrontés en permanence. Alors, voilà. Là, une seconde diapositive qui permet là aussi d'avoir sur un document, un seul, l'ensemble du spectre qui peut se présenter à vous dès lors que vous choisirez de devenir indépendant. La première opération qu'il est important de faire quand on se lance dans une activité non salariée, c'est d'arriver à déterminer quelle est précisément la nature de l'activité qu'on va exercer. Parce que quand on a dit création relevant des arts graphiques et plastiques, bah finalement, on n'a pas dit grand-chose. Donc toute la difficulté va consister à définir l'activité que vous allez exercer sur le plan de sa nature. Et c'est ce point particulièrement sensible qu'il va falloir éclaircir assez rapidement. Puisque de la réponse à cette question dépendront ensuite un certain nombre de démarches à faire pour vous. Ce que je peux préciser aussi tout de suite, c'est qu'il existe plusieurs possibilités d'exercer une activité économique en France. La plus commune, mais qui pour le coup ne vous concerne pas forcément, c'est d'exercer une activité sous l'empire de ce qu'on appelle un contrat de travail qui serait établi avec un employeur. Et ça constitue encore aujourd'hui, en dépit des attaques successives que connaît le droit du travail depuis pas mal d'années maintenant, ça concerne la grande majorité des actifs encore dans ce pays. Ce qui caractérise le salarié, c'est donc l'existence d'un contrat de travail et un rapport qu'on appelle un rapport de subordination avec un employeur. Là où précisément les travailleurs non salariés, les travailleurs indépendants, eux, ne seront pas subordonnés. C'est-à-dire qu'ils vont être en mesure de décider par eux-mêmes, en fonction des choix qu'ils vont opérer, de répondre à leur manière à des commandes qui leur seront passées par des commanditaires, par des clients. Voilà. Donc, si les salariés constituent encore aujourd'hui la part la plus importante des actifs, il n'en est pas moins vrai que depuis quelques années maintenant, les formes du travail non salarié se développent, se multiplient, et je suis assez certain que vous avez déjà entendu parler d'un régime qui est apparu en 2008 et qui est opérationnel depuis 2009, c'est le régime de l'auto-entreprise qui est devenu
tout récemment la micro-entreprise ou micro-entrepreneur. Donc Franck en a également parlé. Je ne vais pas m'étendre sur ce point puisque, pour le coup, les créateurs des arts graphiques et plastiques ne peuvent pas opter pour ce régime, puisque on le verra, dès lors que la rémunération vient, dès lors que l'activité vient rémunérer une création artistique et donc un droit d'auteur, eh bien, ça exclut pour ces derniers la possibilité de relever du régime des auto-entrepreneurs. Voilà. Mais donc, pour répondre à la question de la nature de l'activité, il est important de connaître l'ensemble des autres options qui pourraient se présenter à vous. Et alors, on connaît généralement, on sait ce que c'est généralement qu'un commerçant, un artisan et une profession libérale, mais encore une fois, il est important de définir par nature en quoi consistent ces activités. Puisque à la réponse à cette question dépendra l'organisme auquel on va pouvoir s'adresser pour procéder à ce qu'on appelle la déclaration d'activité ou l'immatriculation. Alors, derrière le commerçant, il y a ce qu'on appelle une activité commerciale. Alors, j'en parle, mais notamment pour finalement les exclure de ce dont on va parler. Une activité commerciale, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous donner la définition du Code du commerce. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Donc, la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre, tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux. Enfin bon, je ne vais pas citer l'ensemble de ces articles, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un artiste-auteur n'est pas commerçant. Son activité n'est pas commerciale. Et donc, on le verra, son revenu relèvera du coup d'une catégorie fiscale qui s'appelle les bénéfices industriels et commerciaux. Les artisans, pareil, rapide, petite définition, l'activité artisanale consiste en un travail de fabrication, transformation, réparation ou prestation de services. La liste est fixée par un décret, le décret numéro 98-247, et qu'elle soit exercée à titre principal ou seulement à titre accessoire, une activité relevant du secteur des métiers oblige à une immatriculation au répertoire des métiers. Donc pareil, je le répète, un artiste-auteur ne relève pas de l'activité artisanale par nature, il relève d'un autre champ. Et pour finir, et on aura fait ainsi, on aura brossé, on va dire, le paysage d'ensemble, les professions libérales. Alors les professions libérales sont peut-être celles qui se rapprochent le plus de la catégorie des artistes-auteurs, puisque on les nomme aussi professions intellectuelles. La différence, c'est que, à la différence d'un artiste-auteur, les professions libérales n'ont pas vocation à créer des œuvres. Et donc, la définition de l'activité libérale, alors il n'existe pas de liste officielle des professions libérales dites non réglementées. Cette catégorie regroupe toutes les professions qui exercent une activité qui n'est ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole. On appelle ça aussi la voiture balai, généralement. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas commerçant, quelqu'un qui n'est pas artisan, quelqu'un qui ne relève pas de l'activité agricole, sera considéré presque à défaut comme exerçant une activité libérale. Voilà. Et donc, ces trois typologies d'activités s'opposent aux auteurs, puisque les auteurs, de leur côté, la particularité, c'est qu'encore une fois, leur activité consiste à créer des œuvres dont une liste est définie dans un article L112.2 du Code de la propriété intellectuelle, mais on le verra ensemble. Donc, les commerçants, leur démarche d'immatriculation, ils auront à la faire au centre de formalité de la Chambre de commerce et d'industrie. Les artisans, la démarche d'immatriculation, ils auront à la faire auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et les professions libérales, de la même façon que les artistes-auteurs,
leur démarche d'immatriculation, ils auront à la faire auprès de l'URSSAF. Cette démarche d'immatriculation, elle a un objectif principal, c'est de faire en sorte que toute personne qui exerce une activité non salariée en France soit inscrite au registre national des entreprises. Et c'est là qu'on arrive sur un élément que tous les travailleurs non salariés détiennent. C'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le numéro de tirette. Le numéro de tirette n'est rien d'autre qu'un identifiant qui atteste de votre inscription au registre national des entreprises. Ce qui veut dire que cette démarche de déclaration vous autorise à exercer une activité non salariée, à percevoir de cette activité une rétribution et d'être ainsi en situation tout à fait légale par rapport à l'activité que vous allez exercer. Alors, à la différence des artistes auteurs, les commerçants, les artisans et les professions libérales relèvent d'un régime de sécurité sociale qui est distinct. C'est ce qu'on appelle le SSI, la sécurité sociale des indépendants. Et en l'occurrence, ce qui peut caractériser sur un point ce régime, c'est qu'il est un poil plus coûteux que celui qui s'applique aux artistes auteurs. Et c'est notamment pour cette raison que entre les commerçants, les artisans, les professions libérales et les artistes auteurs, il y a ce qu'on appelle un champ d'application qui est strictement défini et qui va reconnaître certaines activités comme relevant de la création et d'autres ne pourront pas en relever. C'est un point qu'on verra juste après. Et voilà. Alors, pour ce qui concerne les artistes auteurs, donc, en dépit du fait qu'ils soient des artistes, ils sont tenus de la même façon que les autres travailleurs non salariés à respecter ou à satisfaire à un ensemble de démarches. La première est donc cette démarche de déclaration. C'est auprès du centre de formalité des entreprises situé à l'URSSAF que cette démarche devra être effectuée. Et de la même façon, c'est cette démarche qui leur permettra de se voir délivrer par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, ce fameux sésame, le numéro de tirette, qui attestera qu'ils ont satisfait à une démarche de déclaration leur permettant d'exercer une activité non salariée. Voilà. Alors, on le verra ensuite sur la diapo suivante. Les artistes, leurs revenus relèvent, sur le plan fiscal, des bénéfices non commerciaux, comme les professions libérales, là où les commerçants et les artisans, leurs revenus relèvent, quant à eux, des bénéfices industriels et commerciaux. Ce n'est pas d'une grande importance, simplement, quand vous vous retrouverez en face d'une déclaration fiscale pour déclarer vos revenus, eh bien, il vous appartiendra de choisir la case qu'il convient pour déclarer vos revenus artistiques. Voilà. Et le point sur lequel vraiment ce statut des artistes les distingue des autres travailleurs non salariés, c'est vraiment sur ce point que je soulevais au tout début de l'intervention, c'est donc ce qu'on appelle leur régime de sécurité sociale qui présente des taux de cotisation qui sont moins onéreux, moins importants que le régime social des indépendants. Et c'est la raison pour laquelle aussi il existe ce champ d'application. Et donc seules certaines activités relevant strictement de la création pourront relever du régime. Ça se traduira pour eux par des cotisations moins élevées que les autres. Mais bon, voilà, il s'agit de bien veiller à ce que ce régime ne fasse pas l'objet de dérives ou de... Voilà. Diapo suivante. Donc, jusqu'en 2019, les artistes auteurs donc, relevaient de ces deux organismes que j'ai cités tout à l'heure, à savoir la Maison des artistes et la GESA. Et ça n'est qu'en 2019 que l'URSSAF a été
invités à se charger du recouvrement des cotisations sociales jusque-là assurées par ces deux organismes. Et c'est notamment cette réforme qui a quelque peu jeté le trouble dans le paysage, puisque cette réforme s'est faite sans préparation particulière, et en dépit des levées de boucliers, on va dire, des organisations professionnelles qui tenaient absolument à ce que ce régime soit préservé dans son fonctionnement actuel, eh bien, le législateur a tenu à ce que ce soit l'URSSAF qui reprenne la gestion de ce régime. Dans ce régime, et donc ces deux organismes, on a coutume de parler de branches professionnelles. C'est-à-dire que les artistes se répartissent selon 5 branches. La première, c'est la branche des écrivains, ou la branche des auteurs du livre. Et on y retrouve là, pêle-mêle, des illustrateurs, des écrivains, des auteurs scientifiques, ou auteurs d'écrits scientifiques, auteurs d'œuvres dramatiques, etc., etc. Autre branche, celle de la photographie. Et là, pareil, dans l'intervention de Franck, il soulevait là aussi des évolutions assez récentes, puisque dans la photographie, il y a plusieurs branches. Il y a la photographie qu'on appelle sociale, la photographie d'auteur. Mais en l'occurrence, ici, on s'intéresse exclusivement à ces photographes qu'on appelle des créateurs, des auteurs, des artistes-auteurs. Autre branche, celle des auteurs et compositeurs de musique. On pourrait rajouter aussi les auteurs d'œuvres chorégraphiques et les scénographes qui ont fait leur entrée dans le régime en 2018, donc tout récemment. Et pour finir, tout au moins pour ce qui concernait l'AGESA, les auteurs de la branche du cinéma et de la télévision. Donc les réalisateurs, les scénaristes, les auteurs d'œuvres multimédia. Voilà pour les 4 premières branches. Pour la 5e et dernière branche, c'est précisément dans celle-ci qu'on va retrouver les auteurs d'œuvres graphiques et typographiques. Eh bien, c'est celle dont s'occupait jusqu'en 2019 la Maison des artistes. Et c'est dans cette branche qu'on retrouve pêle-mêle les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, les graphistes, les plasticiens, les performeurs également. Voilà. Donc là, pour explorer et aller un peu plus loin dans les démarches qui incombent aux créateurs, j'ai mis un lien qui permet d'aller voir de façon pratique et opérationnelle en quoi consiste précisément cette démarche de déclaration. Donc on va faire un tour et on arrive là sur un site qui est celui du Centre de formalité des entreprises de l'URSSAF, qui n'est pas particulièrement, on va dire, abouti graphiquement. Il n'empêche que c'est cette porte d'entrée qu'il va vous falloir emprunter pour pouvoir procéder à la déclaration de votre activité si vous décidez un jour d'exercer cette activité de graphiste en tant que travailleur non salarié. Ce que je peux peut-être dire à cet endroit, c'est que il n'existe pas beaucoup de formes possibles pour exercer une activité économique en France. La plus courante, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça consiste à travailler dans le cadre d'un contrat de travail pour un employeur, et la contrepartie du travail qu'on va réaliser, des tâches qu'on va exécuter, eh bien, ce sera le salaire. Mais la relation qui prime, là, c'est le contrat de travail. L'autre possibilité, c'est de ne pas exercer d'activité sous l'empire d'un contrat de travail, ni sous les ordres et les instructions d'un employeur, mais c'est en étant soi-même en capacité de facturer des prestations qu'on va réaliser. Et donc, c'est la vente de ces prestations, c'est la cession des droits sur les œuvres qu'on va créer, comme a pu le préciser Franck, qui constituera la rémunération du travail que vous allez réaliser. Il s'agit là de 2 possibilités, il n'en existe pas beaucoup d'autres.
L'autre possibilité, elle a tendance un peu à reculer du fait précisément des dispositions qui sont prises, c'est le travail dissimulé. Donc il est toujours possible d'exercer une activité également sans procéder à ces démarches déclaratives, mais là pour le coup on se met dans une situation relativement délicate, puisque dans l'hypothèse d'un contrôle, et dès lors qu'on constatera que vous exercerez une activité qui n'a pas fait l'objet des obligations déclaratives, eh bien, ça peut être relativement difficile à contrer. Il y a d'autres possibilités aussi. Elles consistent cette fois à créer une société. Alors, je ne vais pas développer particulièrement ce point pour la raison simple, c'est que les sociétés concernent généralement plusieurs personnes qui décident de travailler en commun et qui décident de mettre en commun un ensemble de moyens pour exercer une activité. Les sociétés, il en existe plusieurs formes, la plus connue étant la SARL, mais il y a aussi la SAS, EIRL, enfin, il y en a un certain nombre. La particularité de cette forme d'entrepreneuriat consiste à créer une nouvelle personnalité juridique, contrairement à ce qu'on a abordé à l'instant. Une nouvelle personnalité juridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dépôt de statut auprès du greffe du tribunal de commerce va donner à ces personnes qui décident de travailler en commun une forme juridique nouvelle, et en l'occurrence on appelle ça une personne morale. Ce que j'ai abordé jusque-là concerne une activité économique exercée en tant qu'indépendant qui renvoie forcément à l'existence d'une personne physique. Et là, il n'y a pas de distinction entre la personne et son activité. Donc la grande différence entre les deux, entre une société et une entreprise individuelle, c'est que pour la société, il y a ce qu'on appelle une responsabilité limitée, là où précisément pour l'entreprise individuelle, il n'y a pas de responsabilité limitée. C'est-à-dire que l'entrepreneur va être garant et responsable de l'ensemble des choix et des décisions qu'il va prendre. Ça peut présenter pour certains et certaines, on va dire, un risque, mais à l'inverse, le choix de créer une société plutôt que de travailler en tant que travailleur indépendant, eh bien, c'est le choix d'une plus grande complexité et d'un formalisme un peu plus complexe, puisque toutes les décisions qui seront prises dans le cadre de la société devront faire l'objet de procès-verbaux, donc de décisions qui tiennent précisément au fait que si l'entreprise, la société, devait prendre ou devait faire des choix risqués, il importe toujours de savoir à qui incombe la responsabilité de cette erreur de gestion. Voilà. Donc, pareil, Franck en a également parlé en évoquant cette possibilité pour certains graphistes de créer justement des sociétés qui vont être considérées comme les producteurs et avec lesquels les graphistes vont travailler. Mais encore une fois, ce sont des montages qui pourront éventuellement s'envisager dans un moment un peu plus avancé de votre activité. Sachez que, jusqu'à preuve du contraire, le fait de travailler en tant que travailleur indépendant, le fait de relever d'une activité du champ de la création artistique, graphique ou plastique, relève, à mon sens, d'un choix relativement opportun, qui se mesure notamment à l'aune de la modicité du coût social qui sera porté à votre charge. Là où pour les sociétés, c'est un peu plus coûteux et un peu plus complexe. Voilà. Donc, on a ici la porte d'entrée qui permet justement de procéder à cette fameuse déclaration d'activité. Alors, ça n'est pas une démarche particulièrement complexe. Simplement, je pense qu'il est important de traverser rapidement ce formulaire, puisqu'il comporte quand même un certain nombre de questions pièges.
Et il est toujours bon de parer à toute possibilité de se tromper. Je passerai rapidement les premiers cadres qui concernent, on va dire, l'état civil, qui ne comportent pas de difficultés particulières. Hein. Mais on voit bien, là, c'est bien en qualité de personne que vous allez créer votre activité, puisqu'on vous demande votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le lieu du domicile, éventuellement, si vous travaillez ailleurs que votre domicile, le lieu de l'adresse professionnelle. Voilà. C'est à partir du cadre numéro 6 que les choses se précisent, puisque là, on va vous demander de préciser justement l'activité que vous projetez d'exercer et le début et la date de début de cette activité. Il y a de ce point de vue un menu déroulant. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est lisible, mais vous avez ici détaillé l'ensemble des activités de création relevant des arts plastiques ou graphiques que vous pouvez exercer et qui vous feront relever de ce fameux régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Alors, je vais peut-être en reprendre quelques-unes. Bande dessinée, chorégraphie, composition musicale, design graphique, design textile, gravure, illustration, peinture, réalisation d'œuvres audiovisuelles, scénographie, sculpture, etc. Donc, encore une fois, il n'y a pas de difficulté particulière, simplement, il y a là, a priori, l'ensemble des activités qui vous permettront, le cas échéant, de relever de ce régime des artistes-auteurs. Donc, nous sommes au signe, nous sommes a priori avec vous dans une perspective qui est plus celle du design graphique. Et donc, voilà tout simplement ce qu'il conviendrait de choisir comme libellé d'activité. L'autre point qu'il est important de préciser, c'est précisément celui qu'on a abordé tout à l'heure, c'est la nature de l'activité. La difficulté, là, tient au fait qu'il n'y a pas d'indication. Or, il est important de ne pas se tromper à cet endroit, parce que derrière cette nature d'activité, c'est à l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques, que va revenir le soin de classer l'activité que vous avez exercée. Or, il peut se trouver là que des erreurs puissent apparaître. C'est un point qui a également été abordé là, dans l'intervention de Franck, en l'occurrence. Je conseille généralement de préciser création artistique relevant des arts graphiques et plastiques, sauf que on ne peut pas aller au bout. Voilà. Alors pourquoi c'est important? Parce que selon que l'INSEE vous attribuera un code d'activité, en l'occurrence là 9003A ou 7410Z, pour prendre les plus courants, eh bien ça pourra emporter un certain nombre de conséquences. Les conséquences ont notamment été soulevées à l'occasion de la situation sanitaire qu'on traverse, puisque des graphistes, des créateurs ont pu se voir refuser le bénéfice du fonds de solidarité au motif que l'activité qu'ils exerçaient n'était pas, ne relevait pas des activités pouvant émarger au fonds de solidarité. Donc, il est toujours important de bien veiller à ce que cette démarche d'immatriculation ne comporte pas d'erreurs qui, sur le coup, ne présenteraient pas de conséquences, mais qui, à moyen ou long terme, pourraient en présenter certaines, notamment celle-ci. Donc, il est important de retenir ce point, à savoir que si vous souhaitez que votre activité soit vue comme relevant de la création artistique, dans ce cas, le code d'activité principal qui doit vous être attribué, c'est un code qui commence par 90 et ensuite donc 9003A ou B.
Mais si le code qui vous est attribué par l'INSEE commence par 74 ou par 18 ou que sais-je encore, il y a potentiellement une erreur qui a été faite du point de vue de l'appréhension ou de la définition de votre activité. Donc c'est important de l'avoir à l'esprit. Voilà. Et donc, voilà, on va dire les réponses les plus simples à apporter à ce formulaire. Mais ce formulaire comporte un peu plus loin une question, voire même deux questions, qui renvoient précisément à l'un des domaines qui apparaissait en tout début d'intervention et qui concerne le régime fiscal voilà, qu'on va vous demander de choisir. Et là, c'est pareil, en dépit du fait que vous n'ayez pas été forcément informé des différentes options possibles, eh bien, vous aurez à faire un choix, et c'est un choix qui est déterminant, puisque en fonction de ce choix, c'est comment dire, le montant même de votre revenu qui s'en verra impacté. Donc, les options fiscales, quand on a dit que le revenu artistique relève des bénéfices non commerciaux, il faut aller un peu plus loin et il vous appartient donc de choisir, enfin de faire un choix entre deux options possibles. Elles sont indiquées. Le premier, c'est le régime spécial BNC, qu'on appelle aussi dans le langage courant le régime micro, ou le régime de la déclaration contrôlée. Vous verrez, c'est quelque chose qu'on retrouvera tout à l'heure dans une diapositive. Donc, tout ça pour dire qu'il y a deux possibilités pour un créateur de déterminer le montant de son revenu. Le premier, donc régime spécial BNC, ça consiste simplement à prendre en compte l'ensemble des recettes ou l'ensemble du chiffre d'affaires que vous avez réalisé au cours d'une année civile, qui court toujours du 1er janvier au 31 décembre. Et donc les recettes renvoient à l'ensemble des sommes que vous avez perçues de vos clients. Donc des commandes graphiques, des droits d'auteur, etc., etc. Donc, encore une fois, ces sommes encaissées et qui viennent de l'activité que vous exercez, on appelle ça communément des recettes d'activité. Quand on opte pour le régime micro-BNC, eh bien, tout simplement, les impôts vont appliquer sur le montant de ces recettes un abattement forfaitaire. On dit de cet abattement qu'il doit être représentatif de vos dépenses. Cet abattement forfaitaire, son taux est de 34%. Et donc, c'est la différence qui constituera votre revenu imposable. Donc, vous verrez, j'ai quelques exemples dans le document, mais pour donner quelques indications. Donc, si au cours de votre première année d'activité, 2021 par exemple, vous percevez de votre activité de graphiste 5 000 € de vos clients, eh bien, pour les impôts, votre revenu imposable s'élèvera à 5 000 moins 34%, c'est-à-dire 3 300 €. Cette option vous dispense d'avoir à tenir une comptabilité détaillée de vos dépenses, tout simplement. Et pour ne pas complexifier la gestion de votre activité indépendante, eh bien, il a été fait ce choix de vous faire bénéficier d'un abattement. Le problème, c'est que cet abattement peut très bien être en deçà de vos dépenses réelles. C'est la raison pour laquelle vous devrez toujours faire un choix éclairé quant à cette option. Mais en soi, il ne présente pas de difficulté particulière. Les données sont simples. Votre activité se traduit par des flux entrants, donc des recettes. On appelle ça aussi un chiffre d'affaires ou des produits. Elle se caractérise aussi également par des flux sortants, donc des dépenses. Eh bien, pour vous dispenser d'avoir à tenir une comptabilité détaillée de ces mouvements, les impôts, dans leur grande mensuétude, vous offrent cette possibilité d'appliquer ce qu'on appelle un taux de réfaction de 34%. Et c'est le résultat obtenu par cette opération qui constituera votre revenu fiscal. Donc 5 000 moins 34%, 3 300 €. C'est une option.
L'autre possibilité, un peu plus complexe, encore que, consiste à prendre en compte toujours les recettes tirées de votre activité de graphiste, perçues au cours de l'année civile, entre le 1er janvier de l'année et le 31 décembre, et de déduire de ces recettes l'ensemble des dépenses qui auront affecté l'activité. Achats divers, location d'ateliers, prestations de services achetées auprès de prestataires divers, etc., etc. Logiciels, abonnements divers, déplacements. Et dans ces conditions, eh bien, votre bénéfice s'obtiendra en déduisant de vos recettes d'activité les dépenses réellement supportées pendant la même période. Voilà. Donc vous comprendrez que tout ceci suppose de votre part que vous fassiez que vous soyez rigoureux, discipliné, notamment dans la conservation des pièces qui permettront de justifier de ces dépenses, donc des factures en l'occurrence. Voilà. Je précise que dans leur grande majorité, les travailleurs non salariés, donc les graphistes, les plasticiens, les performeurs, optent, au démarrage en tout cas, de leur activité pour l'option simplifiée, donc l'abattement forfaitaire. Et au fil des années, il apparaît souvent que cette première option montre ses limites et beaucoup finissent par opter pour l'autre possibilité, c'est-à-dire la déduction des dépenses réelles permettant de déterminer de la façon la plus juste possible votre revenu. Voilà. Alors, ça c'est la première chose, donc première opération. C'est un choix que vous avez à faire, donc encore une fois, c'est un choix qui vous engage. Et lié à cette première option du régime fiscal, vient ensuite la question de la taxe sur la valeur ajoutée. Ça aussi, c'est un point que Franck Adébiaï a abordé dans son intervention. Ce qu'il faut simplement retenir, pour ne pas trop alourdir le propos, c'est que lorsque vous optez pour le régime le régime spécial BNC, donc le régime micro, eh bien, vous êtes dispensé d'avoir à vous préoccuper de la TVA. A l'inverse, quand vous optez pour le régime de la déclaration contrôlée, dans ces conditions, vous aurez le choix entre soit facturer cette taxe à vos clients de façon à la collecter pour le compte des impôts, mais dans ces conditions, il vous sera aussi possible de récupérer la TVA qui aura affecté vos dépenses. Et il arrive souvent que le choix d'être soumis à la TVA se trouve être un choix plutôt opportun. Ça, c'est aussi des éléments que Franck a abordé dans son intervention. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce point. En tout cas, c'est voilà, premiers éléments qui permettent d'éclaircir déjà un certain nombre de points qui visent notamment à vous faire saisir ou appréhender que derrière le choix d'une activité économique et lié au fait que vous soyez plutôt dans le champ de la création, il y a un certain nombre de démarches à faire qui vous permettront, eh bien, ma foi, d'exercer cette activité de la façon la plus rigoureuse possible et de la façon la plus juste possible. Et donc, c'est sur cette diapositive que vous retrouverez, c'est un document que je laisserai de toute façon, quelques points de détail qui permettront de revenir sur ces points. Mais ensuite, le point peut-être le plus important, puisque la fiscalité, au fond, ne concerne l'ensemble des indépendants. Le point le plus important, à mon sens, ça concerne ce qu'on appelle le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Et là, pour le coup, il vous concerne de la façon la plus spécifique possible, puisque, encore une fois, les commerçants, les artisans, les professions libérales relèvent, eux et elles, d'un autre régime qui se caractérise notamment par un coût, donc des cotisations, plus importantes que celles
dont bénéficient les artistes-auteurs. Et c'est cet élément-là qui constitue, à mon avis, l'un des éléments importants de ce qu'on appelle, de façon pas tout à fait précise, enfin exacte, le statut des artistes-auteurs. Le point important, c'est donc les cotisations sociales qui, dans le cas des artistes, s'élèvent à 16,2%, là où pour les autres indépendants, les cotisations s'élèvent plutôt à 40%. Donc vous noterez qu'il y a là une différence majeure qui s'explique notamment par le fait qu'encore une fois, le législateur a toujours souhaité faire en sorte que les artistes, au même titre que les autres travailleurs non salariés, puissent accéder à la protection sociale dans les mêmes conditions que les salariés, à la différence près qu'ils n'auront à s'acquitter des cotisations que sur la part salariale. Et donc, 16%, ça représente un taux relativement peu important, et c'est la raison pour laquelle il existe, selon certains, une différence de traitement entre les conditions faites aux artistes et les conditions faites aux autres travailleurs non salariés. Donc, ce que je disais, c'est que c'est l'URSSAF désormais qui a hérité de la gestion de ce régime. Et précisément, en quoi consiste une protection sociale? Eh bien, elle permet d'accéder à une protection des principaux risques auxquels un travailleur peut être confronté, c'est-à-dire la maladie, la vieillesse, ce qu'on appelle la retraite, la formation, considérant que si un travailleur ne peut pas continuer à se former tout au long de sa vie et de sa carrière, eh bien, ça peut se traduire à un moment par une inadaptation aux nouvelles formes d'activité. Donc, maladie, vieillesse, formation continue, et on a là donc l'essentiel des risques auxquels vous pouvez être confronté en tant que travailleur. Et donc, la protection sociale vise très simplement à vous permettre, dans toutes circonstances, de continuer à percevoir des indemnités dans l'hypothèse où vous seriez dans l'impossibilité de travailler. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez dans la partie droite de la diapositive eh bien, les taux de ces différentes cotisations et contributions. La maladie est passée à 0%, la vieillesse déplafonnée est passée à 0% tout récemment, la retraite de base, son taux est de 6,15%, la contribution formation professionnelle continue est au taux de 0,35%, et ensuite on a CSG et CRDS, il s'agit là de contributions sociales, dont le taux est de 9,7%. Donc tout ça donne 16,2%, et avec un taux aussi peu important, vous serez assuré de bénéficier d'une protection sociale au même titre que les autres travailleurs non salariés. À ces cotisations de base devront être rajoutées les cotisations de retraite complémentaire. Donc c'est la pastille bleu-vert qui se trouve à gauche de la diapositive. Et là, le taux va progressivement passer à 8% là, à compter de 2021. Jusqu'à présent, il était de 4, puis de 5, puis de 6. Donc désormais, il va passer à 8%, donc presque pour tout le monde bientôt. Et donc, en définitive, le taux global de cotisation dont ont à s'acquitter les artistes-auteurs s'élève à peu près 24%. Encore une fois, il s'agit à peu près de la moitié du taux dont ont à s'acquitter les autres travailleurs non salariés. Et c'est là précisément que se situe peut-être l'une des plus grandes spécificités du régime des artistes, c'est dans la modicité de ces cotisations. Alors, avant le 1er janvier 2019, on distinguait dans donc le régime deux situations. La première, les artistes assujettis aux cotisations, on parlait là de ceux dont les revenus étaient insuffisants pour bénéficier du régime. Et
il fallait que le revenu sur une année atteigne au moins 900 fois la valeur du SMIC pour bénéficier du régime. Eh bien, cette distinction n'est plus, n'est plus effective. Et aujourd'hui, pardon, je me suis trompé. Et donc aujourd'hui, tous les auteurs, dès lors qu'ils perçoivent un revenu artistique, vont être considérés comme affiliés au régime, dès le premier euro perçu. Par contre, ils ne bénéficieront des indemnités journalières en cas de maladie ou ils ne bénéficieront des indemnités journalières en cas de maternité ou paternité qu'à partir du moment où leur revenu annuel atteindra l'équivalent de 900 fois la valeur du SMIC, c'est-à-dire à peu près 9 135 euros. D'accord ? Voilà. Et vous avez ici, de façon relativement concentrée, les différentes opérations que vous aurez à traverser pour, encore une fois, satisfaire aux démarches déclaratives qui vous incombent. Ça n'est pas particulièrement compliqué. Simplement, il faut, autant que faire se peut, le faire dans l'ordre. Et donc la première démarche, c'est celle qu'on a abordée au tout début, c'est-à-dire la démarche d'immatriculation auprès du centre de formalité. C'est celle qui vous permettra d'obtenir ce fameux numéro de SIRET. Le SIRET, c'est quoi? C'est l'identifiant qui atteste que vous êtes inscrit au registre national des entreprises. De ce point de vue, vous pouvez exercer une activité économique, vous pouvez facturer. Ensuite, cette démarche d'immatriculation a pour effet d'informer la Maison des artistes et la GISA de cette démarche de début d'activité. Et c'est grâce à cette démarche que l'URSSAF vous enverra un code qui permettra d'accéder à un compte, un espace privé, à partir duquel vous pourrez gérer justement le versement de vos cotisations sociales. Voilà. Donc ça, c'est pour la première année. Ensuite, au cours de cette première année, on vous demandera, et ceci dans l'attente de connaître votre revenu définitif, on vous demandera de cotiser. Donc de verser des cotisations, non pas sur le revenu que vous allez réellement générer au cours de cette première année, mais selon un principe qui consiste à vous faire cotiser en cours d'année, en attente de connaître votre revenu définitif. L'URSSAF va vous demander de verser des cotisations qu'on appelle provisionnelles. C'est-à-dire que ces cotisations vont être déterminées sur la base forfaitaire de 6 000 euros. Donc on va considérer que la première année, toutes celles et tous ceux qui démarrent percevront un revenu estimé à 6 000 euros. Et donc, quand on fait le calcul, 6 000 euros et 16,2% de 6 000 euros, eh bien ça vous donne à peu près le montant des cotisations qui seront appelées au cours de la première année. Ça, c'est un nouveau principe, sauf que ce principe, il a fait l'objet d'une possibilité de modulation. Et donc, si au cours de la première année, il se trouve que votre revenu est en deçà de ces 6 000 euros, vous gardez la possibilité de moduler les cotisations au plus près, au plus proche du revenu que vous estimez percevoir au cours de l'année. Et ça n'est que l'année suivante, donc si on commence en 2021, en 2022, qu'il y aura un rapprochement qui sera effectué entre votre revenu définitif, donc la déclaration annuelle de vos revenus, et les cotisations que vous aurez payées au cours de la première année. Et donc là, il y aura un ajustement qui sera à la baisse ou à la hausse, de façon à ce que vous ne cotisiez, enfin à ce que vous cotisiez strictement sur le revenu que vous avez réellement perçu. Voilà, donc ça c'est une nouveauté et elle tient au fait, encore une fois, que c'est l'URSSAF désormais qui assure la gestion du recouvrement des cotisations sociales. Ça c'est pas utile de l'aborder. Et peut-être ça c'est pareil, donc c'est le dernière diapositive sur ce fameux régime. Là vous avez un exemple chiffré qui synthétise les différentes opérations par lesquelles vous serez concerné entre le moment de la déclaration de début d'activité que j'ai choisi février 2021 et jusqu'au quatrième trimestre de 2021, puis l'année suivante. Ce qu'il faut retenir peut-être de cette diapositive,
c'est encore une fois le fait que quand on démarre une activité, il n'est pas possible évidemment de connaître le revenu que vous allez générer au cours de l'année. Le principe, ça consiste à appeler des cotisations de façon provisionnelle, et donc par trimestre. Et c'est au cours du deuxième trimestre de l'année suivante que l'URSSAF procédera à l'ajustement des cotisations. Et donc, à partir de ce moment-là, pour prendre l'exemple de 2023, eh bien, c'est le revenu perçu en 2021 qui sera pris en compte en 2023 pour calculer les cotisations. Et il y aura comme ça systématiquement un ajustement qui vous sera proposé de façon à ce que vous n'ayez pas à avancer des fonds, de la trésorerie. Voilà, parce que ça peut être problématique. Peut-être que il serait utile de vous montrer à quoi ressemble cet espace que vous allez forcément à un moment donné connaître. Donc ça, c'est le site de l'URSSAF pour les artistes. Et vous voyez ici, il est possible de gérer absolument tous les aspects de votre activité à partir de cet espace. Vous avez ici un rappel concernant les montants des cotisations, ou les taux des cotisations, pardon. La possibilité de les moduler, l'historique des paiements. Donc là, comme l'URSSAF s'occupe de la gestion des cotisations uniquement depuis cette année, ben pour le coup, il n'y a pas encore d'historique des paiements. Voilà. Je vais peut-être vous montrer aussi à quoi ressemble une déclaration annuelle de revenus. Donc, ça ne présente pas de difficultés particulières. Donc, en l'occurrence, il se trouve que, en plus d'être salarié de la Haute École des Arts du Rhin, j'ai également une activité d'auteur. Et donc, franchement, c'est relativement simple. Par contre, ce que je peux peut-être vous présenter, s'il me reste encore un peu de temps, 2 minutes, c'est donc une fois que cette démarche d'immatriculation aura été faite, une fois que vous serez connu de l'URSSAF, du fait de l'activité de création que vous exercez, une fois que vous aurez à répondre à des appels trimestriels de cotisation, il vous appartiendra encore à compléter des déclarations de revenus pour les impôts. Alors, je ne vais pas traverser tous les documents, mais alors je sais pas si non, ça n'est pas celle-ci, parce que contrairement aux salariés, les travailleurs non salariés doivent déclarer leurs revenus dans une catégorie différente. Donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure les bénéfices non commerciaux. Et donc il y a plein de champs et de cases qui ne vous concernent absolument pas. C'est là toute la complexité d'ailleurs de la fiscalité. C'est-à-dire que même si cette déclaration, on vous demande de la compléter, il faut savoir que seuls quelques champs sont à compléter par vos soins. Alors, j'ai dû aller trop vite, à moins que ce ne soit pas celle-là non plus. En tout cas, c'est le formulaire 2042C Pro que vous aurez à compléter pour déclarer vos revenus artistiques. Mais malheureusement, je n'ai pas le document ici. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où vous optez pour le régime spécial BNC. Si vous deviez plutôt faire le choix de la déclaration contrôlée, dans ce cas, c'est ce document que vous aurez à compléter qui est un poil plus complexe, puisque vous aurez non seulement à indiquer dans les premières lignes la recette, donc les sommes que vous avez perçues de vos différents clients,
Et vous aurez, dans un second temps, à préciser l'ensemble des dépenses que vous aurez supportées pendant la période. Et c'est la différence entre recettes et dépenses, détaillées ici, qui constituera votre revenu imposable. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et donc ce revenu imposable, c'est ce qui va servir de base à l'URSSAF pour déterminer le montant des cotisations que vous aurez à payer. Et vous aurez ainsi fait le tour et satisfait à l'ensemble des obligations qui vous reviennent, autant sur le plan social que sur le plan fiscal. Voilà pour l'essentiel. Et ma foi, si le temps est déjà consommé, peut-être je peux te laisser la parole, peut-être Jean-Michel, et on pourra éventuellement répondre à des questions si vous en avez. Oui, désolé d'interrompre l'exposé. Normalement, on peut laisser filer le temps, mais les conditions sanitaires, un couvre-feu, va falloir que l'on affronte la maréchaussée si on, si on prolonge un petit peu plus. Donc merci beaucoup Grégory Jérôme en fait pour cette présentation. Y a-t-il une question dans la salle? Y a-t-il sur les internets, je ne vois pas Clara, je ne sais même pas où elle est passée. Oui, les internets, c'est toujours compliqué. Ah bah très bien. Donc c'est que l'exposé a été brillant et clair. Donc vous remercie toutes et toutes d'être venus et puis d'être aussi enfin dans la période justement de l'apprentissage pédagogique, en fait de savoir au-delà de l'écriture, de faire une recherche justement sur une recherche personnelle et artistique. Il y a aussi tous ces aspects à prendre en compte dès lors que l'on est diplômé, voire juste avant. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne soirée.